Ce projet vise en effet à améliorer la mobilité urbaine à Parakou et les conditions de vie des populations dans la zone d'intervention, tout en réduisant les accidents de la route, avec notamment la réhabilitation en 2x2 voies de 17,55 km de voies structurantes de la ville et la construction d'une gare routière en l'entrée sud, ce qui contribuera à rendre la ville de Parakou encore plus attractive, à stimuler la production agricole et à améliorer les revenus des ménages et en particulier des femmes dans le département du Bourgou. Le développement de Parakou est aussi important dans la mesure où Parakou est un grand pôle économique de la zone septentrionale de notre pays. Et nous savons que la Banque africaine de développement est pleinement consciente de cet enjeu et c'est la raison pour laquelle vous avez pris ce projet avec un suivi particulier. À travers la signature de ce matin, nous venons de boucler le financement. Je voudrais aussi vous rassurer que le gouvernement de son côté a tout mis en œuvre pour que le gap de 15 milliards qui devrait être le financement flottant qui devait empêcher la réalisation du projet soit mobilisé. Ainsi donc aujourd'hui, plus rien ne bloque la réalisation de ce projet et aussi bien au niveau du gouvernement que de la BAD, nous aspirons à ce que ce soit un projet qui soit réalisé dans les meilleures conditions de délai et de qualité. Il s'agit ici alors de faire la synthèse des observations et amendements faits par les États membres et de parvenir à un projet de texte consensuel. Comme vient de le mentionner le DG Loapi, vous devez vous y atteler. Quels problèmes et difficultés rencontrez-vous dans la mise en œuvre de l'accord de Bangui? Que proposez-vous pour les surmonter? Quelles modifications souhaiteriez-vous y apporter? Y a-t-il d'autres domaines d'activité que vous souhaiteriez voir couverts par l'accord de Bangui? Quelle amélioration, selon vous, serait nécessaire pour remédier à ces difficultés? Voilà bien des questions que vous devez avoir à cœur au cours de vos travaux. L'accord de Bangui, c'est l'accord qui crée l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et qui constitue, si vous voulez, la législation sur la propriété intellectuelle de nos États membres. Aujourd'hui, cet accord présente quelques lacunes. C'est ainsi qu'il y a quelques années, nous avons engagé un processus de sa révision. Les objectifs poursuivis, c'est d'essayer d'adapter cet accord à la réalité économique et sociale de nos États membres. C'est d'essayer de combler certaines lacunes qui existent. C'est pour simplifier davantage les procédures, pour permettre à ceux qui veulent utiliser les services de l'organisation de le faire dans la célérité, de le faire avec beaucoup plus de souplesse. C'est des ajustements pour l'essentiel. Par exemple, vous avez la réduction des délais. Lorsque nous constatons que un délai paraît long pour pouvoir avoir un titre ou pour pouvoir engager une procédure contentieuse, nous réduisons ce délai pour faciliter la vie des utilisateurs. Nous voulons parfaire le document et faire en sorte que nos utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes, puissent véritablement voir dans l'accord de Bangui un instrument de la promotion de leurs activités économiques, mais également un instrument de développement de nos États. Pour leur devoir du soir, ces jeunes élèves n'ont pas le choix, ils ont besoin de lumière. Mais les coupures d'électricité sont intempestives à Douala. Pour y remédier, les parents ont investi dans des lampes solaires. Je suis en train d'essayer de faire mes devoirs. Comme je suis les cours de langue pendant les vacances, et c'est un peu difficile d'apprendre à ces conditions, vu qu'au Cameroun, il y a beaucoup de coupures d'électricité. Mais heureusement pour nous, il y a les lampes rechargeables pour nous aider à faire cela. La fréquence des délestages électriques au Cameroun est sans précédent. Le déficit d'énergie oscille entre 500 et 600 mégawatts, provoquant plusieurs coupures par jour. Dans les rues comme dans les boutiques, les lampes solaires sont devenues omniprésentes et se vendent entre 10 et 25 euros. Quand on coupe l'allumette, les gens achètent trop de lampes solaires. Vous pouvez vendre combien par jour? Par un jour, je peux vendre 15, 20 comme ça. J'ai payé 2 lampes solaires pour voir d'autres au village.
Ici à Douala, j'en ai 4 chez moi. Hein. Ça me sauve trop. Un marché qui est en plein essor. Cette unité d'assemblage camerounaise s'est ouverte en août en important des matériaux de Chine et de Corée. L'entreprise produit déjà 200 lampes par jour avec un seul credo, une lampe pour toutes les bourses. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver une solution aux petits Camerounais, aux Camerounais moyens. Donc celui-là, en fait, qui doit aussi être éclairé. On se focalise aujourd'hui d'abord sur cette petite lampe solaire que nous avons baptisée lampe solaire Aïda, qui est à la portée de tout le monde. Le défi énergétique est de taille au Cameroun. Le gouvernement vient de signer un accord qui l'oblige à moderniser le principal barrage du pays qui produit 70% de l'électricité. En attendant, l'énergie solaire reste une lueur dans la nuit camerounaise. Même la ville de Douala s'y est mise pour l'éclairage public. Au cours des dernières semaines, plusieurs groupes ont annoncé des suppressions d'emplois, la fin de leurs activités ou la réduction de leurs opérations dans des pays miniers clés comme l'Afrique du Sud, la Zambie et la République démocratique du Congo. En Afrique du Sud, où le secteur emploie un demi-million de personnes et représente 7% du produit intérieur brut, le Britannique Lonmin a décidé en juillet dernier de supprimer 6 000 emplois. Un chiffre largement sous-évalué selon les syndicats qui estiment, eux, que 19 000 postes sont menacés. La plupart des licenciements se font dans le platine, dont la valeur a chuté d'environ 40% depuis 2011. Pendant ce temps, la Zambie et la République démocratique du Congo sont, elles, touchées de plein fouet par la chute des cours mondiaux du cuivre, qui a enregistré une baisse de 25% lors des 8 premiers mois de l'année, comparé au cours moyen de 2014. Si vous regardez les prix d'importation les plus intéressants, c'est quelque chose contre lesquels on ne peut pas se battre si vous regardez le prix actuel du cuivre. En ce moment, notre entreprise tourne à 70%. En ce moment, l'atmosphère dans les foyers est tendue car personne n'est sûr de ce qui va se passer. Tous les jours, vous entendez un ministre qui se manifeste et qui dit à tout le monde de retourner au travail le lendemain. Mais quand vous arrivez là-bas, vous êtes accueilli par des lettres qui vous expliquent de retourner chez vous. Cela va créer une misère sans nom dans cette ville. Vous savez, cette ville dépend de l'activité de la mine. Si la mine ne fonctionne pas, cette ville va mourir petit à petit jusqu'à devenir une ville fantôme. Glencore, géant du négoce des matières premières basé en Suisse, a annoncé début septembre la suppression de sa production de cuivre pendant 18 mois dans 2 mines en Afrique, celle de Mopani en Zambie et celle de Kamoto en République démocratique du Congo, 2 pays qui se disputent la place de 6e producteur mondial de cuivre. Et pourtant, la Zambie avait déjà encaissé un coup dur. Des mines chinoises ont en juillet dernier suspendu leurs opérations, laissant près de 1600 personnes sur le carreau. Située dans la zone commerciale de Ganghi à Cotonou, la CCEI Bank Bénin est une délocalisation de la CCEI Bank Guinée équatoriale, elle-même filiale de Afriland First Group. Dotée d'un capital de 10 milliards de francs CFA, cette nouvelle institution bancaire qui entend apporter un soutien multiforme à la promotion et l'éclosion des PME et PMI a été inaugurée par les présidents Théodoro Obiang Nguema et Boni Yayi. La banque que j'œuvre aujourd'hui a été créée dans le but de soutenir les activités du secteur privé en accordant des crédits aux jeunes entrepreneurs et en créant un environnement propice au bien-être. Pour le président béninois, l'inauguration de la CCI Bank Bénin vient à point nommé dans un environnement propice à sa rentabilisation. En 2014, la Banque mondiale, dans sa parution, disait que nous avons gagné 23 points en matière d'assainissement de l'environnement des affaires.
Notons qu'après Cotonou, la CCU Banque Bénin ouvrira 2 autres agences à Porto Novo et Parakou. Elle porte à 13 le nombre total de banques existant au Bénin depuis la libéralisation du secteur bancaire en 1990. Adoptée en mars 2011, la stratégie de croissance a pour mission de réduire la pauvreté au Bénin. Dans le cadre du suivi du dispositif, l'État béninois élabore annuellement un rapport destiné à rendre compte des avancées enregistrées dans sa mise en œuvre. D'où le présent atelier consacré à la présentation du rapport d'avancement 2014 qui se résume en 5 grands axes. Il s'agit notamment de l'accélération durable de la croissance et la transformation de l'économie, du développement des infrastructures, du renforcement du capital humain, celui de la qualité de la gouvernance et le développement équilibré et durable de l'espace national. On peut constater des avancées obtenues au niveau global dans la réduction de la pauvreté, dans la scolarisation des filles et des garçons, dans la baisse des infections au VIH-Sida, dans l'augmentation de l'accès à l'eau ou dans la réduction de la mortalité infantile. Le Bénin, à l'image du continent africain, a également connu des progrès dans des domaines essentiels comme l'accès à l'eau, l'éducation ou la lutte contre les pandémies du VIH-Sida, du paludisme ou de la tuberculose. Des progrès qui satisfont les partenaires techniques et financiers, mais encore loin des objectifs visés à travers la stratégie de croissance en vue de réduire la pauvreté. Des défis importants restent à relever, comme l'éradication de l'extrême pauvreté, l'amélioration de la santé maternelle, infantile et reproductive, ou encore l'égalité de genre et l'assainissement. Aussi, l'adoption du nouvel agenda du développement, accompagné des objectifs de développement durable du 25 au 27 septembre prochain par l'Assemblée générale des Nations unies, constitue-t-elle un moment crucial que le Bénin devrait saisir pour approfondir ses choix de développement en cohérence avec la position commune de l'Union africaine. Pour des résultats plus prometteurs, d'aucuns préconisent le renforcement du dialogue entre le gouvernement béninois et ses partenaires techniques et financiers.